Voici deux légendes presque identiques, provenant de deux endroits opposés du globe. Elles font état d'une créature géante, mi-homme, mi-singe. Au Népal, on l'appelle le Yéti. Vous êtes sûr que ce sont les empreintes du Yéti? Et en Amérique du Nord, le Sasquatch. C'est une ancienne créature qui vit sur Terre depuis très longtemps. Alors que de nouvelles théories remettent en cause la sagesse conventionnelle des scientifiques, un homme est parti à la recherche de preuves tangibles. Nous allons le suivre tout au long de son enquête. Jerry Moffat est explorateur. Il a passé l'essentiel de ses 30 dernières années à voyager, faire de la randonnée et escalader les hauts sommets de l'Himalaya. Il a conquis l'Everest 2 fois. C'est l'un des plus grands kayakistes du monde et la première personne à avoir descendu les 3 grands rapides de la région. Il a vécu parmi les autochtones, les Sherpas. Ce sont eux qui lui ont raconté les légendes sur le Yéti. Je crois au Yéti. Le Yéti n'est pas qu'un animal, c'est aussi un dieu. Au fil des ans, Jerry a fini par se demander si quelque chose de réel pouvait se cacher derrière le mythe. Seuls les Occidentaux l'appellent l'abominable homme des neiges. Ce surnom fut imaginé dans les années 20, quand les premières équipes revenues d'un voyage topographique sur l'Everest ont déclaré avoir vu quelque chose dans un col d'altitude. Depuis, il y a eu beaucoup d'autres témoignages. Des alpinistes disent avoir observé des silhouettes, entendu des bruits, trouvé des traces dans les endroits les plus isolés. Leurs révélations sont saisissantes. Mais le plus étrange pour Jerry est qu'il a entendu des récits semblables provenant d'un tout autre endroit sur Terre. En l'occurrence, à des milliers de kilomètres de là, où il vit et s'entraîne 6 mois par an dans les grandes étendues sauvages de l'ouest des États-Unis. Je veux savoir pourquoi j'ai l'impression d'entendre la même légende sur les pentes du mont Everest et tout près de chez moi. À ce moment-là, j'ai vu une grande créature bipède sortir d'entre les arbres et d'étaler devant moi. Ce n'était pas une personne, pas un ours non plus. Ça ne marchait pas à 4 pattes, ni quoi que ce soit. C'était ce que c'était. Pendant longtemps, je me suis demandé si ça pouvait être autre chose que ce que l'on entend, mais je n'ai jamais réussi à me convaincre. Chaque année, on entend des dizaines de témoignages comme ceux-ci. L'un des plus récents et fascinants date d'août 2010, lorsqu'un garde forestier fut envoyé dans les montagnes isolées de Bridger-Teton, dans le Wyoming. Un habitant du coin avait signalé qu'une créature non identifiée était venue rôder autour de sa cabane. Il y avait des empreintes dans la boue, comme j'en avais vu à la télévision. Grosse comment? La plus grosse faisait presque 40 cm. Voici les empreintes qui ont convaincu Ken et Cindy Avinon. La plus grande mesure 38 cm et leur espacement jusqu'à 1,50 m suggère une créature massive marchant à grandes enjambées. Vous êtes facile à berner? Non, je ne pense pas. Je n'ai jamais vu ni entendu quoi que ce soit que je n'arrive pas à expliquer. Je suis sceptique de nature. Il est très méfiant. Il a travaillé dans la police de Floride pendant 30 ans. Alors d'instinct, il vous dit « prouvez-le-moi ». Tant qu'il n'a pas vu de ses propres yeux, ou tant qu'on ne lui fournit pas de preuves, ça n'existe pas. Je n'ai jamais pu m'expliquer ça. Chaque fois que j'entends quelqu'un témoigner avec autant de sincérité, mes doutes se dissipent un peu plus. J'ai entendu dire qu'une petite partie de la communauté scientifique prenait ce sujet très au sérieux. Le docteur Jeff Meldrum est anatomiste et biologiste évolutionniste.
Il a répertorié plus de 200 empreintes de pieds qui demeurent pour lui inexpliquées ou non identifiées. Ce sujet est souvent considéré comme sensationnel, ou tout bonnement pseudo-scientifique. Ces empreintes proviennent des 4 coins du globe. Certaines ont plus de 40 ans. La collection présente des moulages de traces appartenant à des créatures qui, pour peu qu'elles aient des proportions humaines, mesureraient plus de 2,50 m. Pour moi, il s'agit de vestiges de populations de primates humains qui se sont littéralement éparpillés sur la planète. Jerry est venu se rendre compte par lui-même. Je commence à peine à découvrir les récits américains sur le Sasquatch. Ils ont l'air de reprendre les mêmes détails que j'entends au Népal. Alors je me demande naturellement, quel est le lien possible? Il est possible que ce soient les deux parties de la même histoire, et qu'à mesure que les populations humaines locales interagissent avec ces créatures, elles fassent des expériences similaires, au point que leur tradition orale commence à converger. Pourquoi n'avons-nous aucune preuve formelle sur ces créatures? Il faut d'abord reconnaître que ces mammifères sont en général des animaux fuyants. Les descriptions du Yéti et du Sasquatch les ont souvent comparés à de gigantesques gorilles se tenant debout. Il faut savoir aussi qu'au début du XXe siècle, le gorille des montagnes n'était pas formellement reconnu par la science. Il est très rare et difficile à pister. Jeff Meldrum soutient pour sa part que ces populations de primates inconnus sont encore plus petites, d'où leur aptitude à se dissimuler. Elles ont évolué pour rester hors de notre portée. Cette créature est le type de mammifère le plus insaisissable qui soit. Elle est solitaire, probablement nocturne, et elle a l'habitude de se déplacer sur de grandes distances. Cela en fait un type d'animal extrêmement difficile à observer et encore plus à capturer. Jeff Meldrum ne croit pas d'emblée au Yéti. Mais il estime avoir assez de preuves pour vouloir mener une enquête approfondie sur le sujet. Or, c'est une chose dans laquelle peu de scientifiques semblent prêts à s'investir. Il y a ici un autre groupe de gens qui n'ont pas envie de montrer que cette créature existe, bien que leurs raisons soient probablement très différentes. Il s'agit du peuple Shoshone, qui semble n'avoir aucun doute sur sa réalité. Riba, merci de m'accorder un peu de votre temps. Asseyez-vous. Riba Teran fait partie de la tribu Shoshone. En langue Shoshone, on l'appelle Bianumbi ou Bianump. Qu'est-ce que cela signifie? Bia veut dire grand et Numbi signifie pied, au singulier ou au pluriel. C'est une ancienne créature qui vit sur Terre depuis longtemps et qui connaît nos montagnes de l'intérieur comme de l'extérieur. Et lorsqu'on lui pose la question la plus difficile, pourquoi ce grand pied n'a-t-il jamais été capturé, ce peuple tribal a sa propre réponse. On dit qu'il change de forme. Je crois que Grand Pied a vraiment ce pouvoir. Et je le vois bien se transformer en petit animal dès lors qu'il est traqué, pour qu'on ne sache pas que c'est une créature géante. Je ne sais pas encore grand-chose sur cet homme des neiges, mais ce que dit Riba sur l'aptitude magique de cette créature à se carapater me rappelle étrangement ce que les Népalais racontent sur le Yéti. Leurs histoires ont l'air tout à fait semblables. Et le fait qu'elles soient anciennes et proviennent de deux endroits opposés du globe paraît difficile à expliquer. On pourra toujours avancer que plusieurs cultures du monde entier possèdent ce type de mythe. C'est vrai, mais je suis intrigué. Voici ce que je pense. Je crois que l'argument simpliste consistant à dire « si l'une de ces créatures existait réellement, nous le saurions forcément » ne fonctionne plus pour moi. Au Népal, je vais suivre cette piste. Je veux savoir ce que les gens du coin croient réellement et quelles sont les preuves physiques de l'existence du Yéti. Je pars chasser l'abominable homme des neiges.
Tout commence par un vol pour Lukla vers l'aéroport de Tenzing Ilari du nom des hommes qui gravirent les premiers l'Everest. Cet aéroport est réputé pour être l'un des plus dangereux du monde. Il est situé à 2700 mètres d'altitude. L'atterrissage ici, c'est toujours un grand moment. Altitude élevée, piste très courte. À peine descendu de l'avion, vous êtes au cœur de l'Himalaya. À partir de là, tout se passe à pied. Monter sur ces hauteurs, c'est suivre des pistes ouvertes il y a des siècles par le peuple Sherpa. Je ne sais pas combien de bagages tu penses que... On va voir. Mais on va d'abord séparer le matériel de tournage des affaires personnelles. 2 de plus. D'accord, donne. Tu penses qu'il faudra combien de porteurs? On va calculer ça maintenant, parce qu'on va utiliser des porteurs et des yaks. Parfait. Attention, celui-ci est lourd. Je vous présente Dawa Sherpa. On s'est rencontrés il y a plusieurs années au Camp One, sur l'Everest. Et sincèrement, c'est avec lui que je préfère travailler. Transporter 400 kilos de matériel sur ces reliefs accidentés, sans véhicule ni route, représente un sacré défi. L'équipe est déjà à une altitude bien supérieure à celle des sites où Grand Pied fut aperçu aux États-Unis. Mais le relief est recouvert de végétation luxuriante. De quoi nourrir et dissimuler même les plus gros animaux. Après 30 ans de trekking, Jerry connaît cette terre aussi bien que les autochtones. Chaque pas les conduit plus haut, là où l'air se raréfie. Ils doivent atteindre un point où ils pourront bivouaquer le temps de s'acclimater. Ils doivent aussi s'informer sur ce que les gens du coin savent sur l'homme des neiges. Voici le Namche Bazar. C'est la capitale de la communauté Sherpa et le principal centre commerçant de la région de l'Everest. Pour arriver ici, les Népalais doivent marcher 10 jours, depuis le sous-continent indien jusqu'à la vallée de la rivière d'Utkosi. Les Tibétains, eux, passent par le col de Nampala. Ils troquent ici à peu près tout ce qu'on peut imaginer, y compris des récits. Grattez un peu derrière les apparences et vous découvrirez que les Sherpas sont très superstitieux. La nuit tombée, ils refusent de rester dehors. Leurs portes et fenêtres sont petites afin que les morts vivants ne puissent s'introduire chez eux. Et quand l'obscurité arrive, ils rentrent à l'intérieur leurs chiens et animaux d'élevage. Les Sherpas vivent ici depuis 500 ans et se transmettent leurs traditions d'une génération à l'autre. Viens t'asseoir, Jerry. Voici mon oncle, Pemba.
Enchanté. C'est ici, dans leur maison ancestrale, que j'entends de première main la vérité sur le Yéti, selon la famille Dawa. Nous croyons que même si vous entendez par exemple le bruit d'un Yéti, cela peut vous faire du mal. Et aussi qu'un Yéti peut se manifester et disparaître très rapidement. Il est donc plus qu'une créature naturelle. Il est un peu surnaturel. Je me demande qui peut me dire à quoi le Yéti, ou comme nous aimons l'appeler, l'abominable homme des neiges ressemble. En 1961, mon grand-père s'est rendu aux États-Unis. Il a visité le zoo de Harlem et apparemment, ça lui a beaucoup plu de voir toutes sortes d'animaux. Il était maquignon de métier, alors le zèbre faisait partie de ses animaux préférés. Mais quand il a vu le gorille, il s'est excité d'un coup. C'est un Yéti, c'est un Yéti! Des années plus tard, les gens venaient vers lui avec, par exemple, la photo d'un ours brun en pensant que c'était un Yéti et il leur répondait « Je sais ce qu'est un ours, mais ça n'est pas un Yéti. Un Yéti, c'est comme ça. » Et il montrait la photo du gorille. Intéressant. Donc ma famille et moi croyons qu'un Yéti ressemble davantage à une créature à l'allure de grand singe qu'à celle de l'ours. Si l'idée d'une créature ressemblant à un gorille évoluant sur deux pattes à travers les montagnes népalaises paraît incroyable, d'aucuns prétendent que cela n'est pas impossible. Aujourd'hui, on ne connaît pas d'espèces de grands singes dans les régions de l'Himalaya, mais nous savons qu'il y en a eu par le passé. L'un d'eux, qui captive peut-être notre imagination plus que tout autre, est le Gigantopithèque, littéralement un grand singe. Un gorille d'aujourd'hui mesure plus d'1,50 m et pèse environ 180 kg. Quand le Gigantopithèque arpentait les forêts d'Asie il y a environ 300 000 ans, il pouvait mesurer 3 mètres et peser 550 kg. Ceci explique-t-il les récits sur une créature à mi-chemin entre le grand singe et l'homme? La famille de Dawa nous confie un autre indice sur la nature du Yéti. Elle a notamment beaucoup de respect pour la puissance de son hurlement. Yéti, धेरैजना मान्छेले यति देखेको पनि छ तर यति चाहिँ हाम्रो बाजेबराजुले यो यति के भन्छ यो जित्ता. Nos grands-pères et nos aïeux en général racontaient que lorsque quelqu'un entendait un Yéti, tout son corps se mettait à trembler. Si vous tombiez sur l'une de ces créatures, vous étiez complètement tétanisé, incapable de faire quoi que ce soit. Et pour peu qu'il vous attaque, vous ne pouviez plus bouger. Voilà l'effet qu'un Yéti avait sur vous. Tout cela a beau paraître très improbable, on peut tout de même faire un parallèle avec les primates connus. Ian Redmond a vécu avec de grands singes dans les vastes étendues africaines, et il en a fait l'expérience. Je me suis retrouvé face à un animal de 3 fois mon poids qui s'est élancé vers moi. Et j'ai vu son énorme masse noire se mettre à vociférer des... Très puissant, plus fort que les cris que je vous fais là. Au moment où ils foncent sur vous, vous voyez son énorme gueule rouge s'ouvrir avec de longues canines. C'est très effrayant. La créature que le Sherpa décrit dans des termes surnaturels, un grand singe marchant sur 2 jambes et semant la terreur avec ses cris, a peut-être une explication scientifique. Mais Jerry n'a toujours pas trouvé de signe tangible permettant de croire que l'abominable homme des neiges est plus qu'un mythe. L'équipe de l'expédition se prépare à repartir. Elle a fait étape 24 heures dans la ville, le temps de s'acclimater correctement à l'altitude. Nous utilisons ce délai pour être fin prêt. Nous avons ici tout ce qu'il nous faut pour survivre 2 semaines dans les sommets de l'Himalaya.
Un GPS, un téléphone satellite, des objectifs photo très puissants, un intensificateur d'image, du matériel de moulage au cas où nous trouverions des empreintes de pieds. Nous avons des lunettes de vision nocturne. Et voici sans doute mon objet préféré. Une caméra thermique capable d'enregistrer la chaleur corporelle de tout ce qui bouge dans la nature. C'est ce qui s'appelle être équipé. Les gens disent avoir des preuves. Nous allons les chercher. Nous parlons avec des gens affirmant être tombés à l'improviste sur le Yeti. Nous suivons l'information partout où elle nous mène. En gardant l'œil ouvert, nous irons aussi loin qu'il le faut. Voici le toit du monde. Nous sommes à peu près à 3960 mètres, presque aussi haut que l'altitude à laquelle des êtres humains vivent toute l'année. Car lorsqu'il fait bon, les gardiens des troupeaux de yaks montent vers des pâturages encore plus hauts. Des zones où il fait trop froid, trop désert, trop rude pour survivre. Et pourtant, il raconte que c'est dans cet espace intermédiaire, entre les plaines et les glaciers à 5200 mètres, que vit le Yeti. Là-haut, à l'ombre des nuages, sur le mont Everest. L'objectif suivant de l'expédition est l'un des anciens monastères bouddhistes de la région. Il abrite ce qui serait le scalp d'un Yeti. En 1960, Sir Edmund Hillary, l'un des premiers hommes à avoir escaladé l'Everest, est revenu dans les parages chercher le Yeti. Il ne l'a pas trouvé, mais il a découvert que le village de Kumjung possédait un scalp de Yeti. Les bergers du village choisissent le grand-père de Dawa pour accompagner ce scalp dans une tournée mondiale. Il le présentera notamment à John Fitzgerald Kennedy et à la reine Elisabeth. C'est la seule fois en 100 ans que le scalp du Yeti a quitté le village de Kumjung. Pour en avoir le cœur net, on prélève sur le scalp des échantillons de poils afin de les soumettre à une analyse microscopique. À l'époque, la presse conclut hâtivement que ce scalp est un faux très ingénieux, fabriqué à partir de poils de chèvre. Mais 50 ans plus tard, alors que Jerry et Dawa marchent sur les pas d'Hillary, les photos prises au cours de cette première analyse ont été retrouvées. Elles offrent à Redmond et Meldrum l'occasion d'examiner l'épreuve d'un autre œil. Leur qualité est tout à fait extraordinaire. Absolument, c'est vrai. Voici l'agrandissement du cuir chevelu du scalp de Kumjung. Et le zoom sur sa chevelure permet d'observer un schéma d'implantation très intéressant. Ça ressemble à celui des humains et des grands singes, mais aussi à celui du séro, la chèvre d'Himalaya. Formidable. Vue au microscope, la surface d'un poil n'est pas lisse mais recouverte d'écailles. Il arrive que le schéma et la forme de ces écailles soient utilisés pour identifier les espèces dont provient ce poil. Le problème est que la structure des écailles d'un poil de chèvre est très proche de celle des écailles d'un poil de grand singe. C'est un de nos plus grands défis. Et il se trouve que même à l'époque, tout le monde n'était pas convaincu qu'il provenait d'une chèvre. Ce qui m'intéresse, c'est que la femme qui a fait cette analyse n'était pas d'accord. Elle n'était pas convaincue que ça provenait d'une chèvre. Le seul moyen de vérifier, ce serait que le monastère nous autorise à faire un prélèvement d'ADN. D'accord. Bien entendu, la science a évolué en 50 ans. L'analyse ADN du soi-disant scalp de Yeti est susceptible d'apporter une réponse. Mais entrer au monastère pour le voir et le filmer est une chose difficile.
Jerry y parvient grâce aux relations de Dawa. Il a fallu négocier l'accès avec le chef du monastère. Et ce, pour une bonne raison. On raconte qu'un autre monastère de la région détient des morceaux de Yéti, mais qu'au fil des ans, ils ont été emmenés par des Occidentaux pour des recherches scientifiques, ou bien comme souvenir. Voilà pourquoi le scalp de Kumjung est jalousement gardé. Le voici enfin. Vous savez ce que ça me rappelle? Ça me rappelle quand vous entrez dans une église d'Europe et que vous voyez les ossements d'un saint conservés comme des reliques. Là, c'est pareil. On l'a mis dans une boîte vitrée. Le scalp a la même forme conique décrite par le Sherpa. Et il correspond bien à certaines descriptions du Sasquatch. Il pourrait aussi ressembler au crâne du gigantopithèque de Jeff Meldrum. Mais ça n'est pas seulement une pièce de musée. C'est un objet sacré. Ils n'ont pas accepté qu'on prélève un échantillon du scalp. Pourquoi l'auraient-ils fait du reste? Car soit nous confirmons quelque chose qu'ils savent déjà, soit nous infirmons une chose qu'ils tiennent pour sacrée. Ils n'ont donc rien à gagner de cette expérience. Et ce que nous pensons leur importe peu. Car ils ont la foi. Ce qui me surprend vraiment, c'est l'intensité de leur croyance dans cette relique. À l'instar de certaines tribus indigènes américaines ayant accepté le Sasquatch comme une réalité, l'homme des neiges est davantage qu'une simple légende racontée par les parents Sherpas à leurs enfants. Vous ne trouverez ici personne refusant de croire qu'il existe. Mais en nous en tenant à nos critères de jugement occidentaux, nous repartons bredouille. Nous n'avons trouvé aucun échantillon ni témoignage oculaire de première main pour nous éclairer. Et bien que les Sherpas semblent se contenter de ce qu'ils ont, il m'en faut davantage. J'ai besoin de trouver des indices tangibles. Je veux des preuves. Jerry Moffat, qui traque l'abominable homme des neiges, va avoir un premier coup de veine. À quelques jours de marche, sur les hauteurs de la vallée de Maschermo, vit une femme qui s'appelle Lakpa Doma. On raconte qu'elle fut victime de la plus célèbre attaque de Yéti. Il faut qu'on aille la voir. Elle vit en ermite, mais elle a accepté de parler à Jerry. L'endroit où elle dit avoir été attaquée se trouve à environ 4800 mètres d'altitude. Ça fait une belle ascension depuis ici. Et plus haut nous montons, plus le terrain devient difficile. Voici la vallée de Maschermo. C'est ici qu'il y a plus de 30 ans, Lakpa Doma pense avoir été attaqué par l'abominable homme des neiges. Elle était seule avec son troupeau de yaks. Et voici exactement où cela a eu lieu. Lakpa, le Yéti, c'était ici même? Oui. Je pensais à mon frère. Il aurait dû être là. Brusquement, le Yéti m'a frappé par derrière. Ça a fait comme un coup de marteau.
Il m'a attrapé par le cou. Et puis il a soulevé une vache et il l'a lâchée d'en haut. En retombant, elle s'est blessée au flanc et le sang s'est mis à couler. Alors il a sucé tout le sang. Ensuite, il a pris un petit veau et l'a lancé contre un rocher avant de boire son sang. Le veau n'est pas mort et le yéti est reparti. Vous pouvez me dire à quoi il ressemblait? Il avait de grandes dents. Il avait le visage ridé avec des yeux très enfoncés. Il marchait comme ça, mais très vite. La peau de ses mains était toute ridée et ses ongles étaient très longs. Ce n'est pas agréable à regarder. Ian Redmond sait les dégâts qu'un primate peut faire en attaquant. J'ai rencontré au Rwanda un homme qui avait 4 énormes balafres en parallèle sur le ventre. Un gorille à dos argenté l'avait griffé à toute volée et il a échappé de justesse à l'éventration. C'était un braconnier. Dans presque toutes les situations où des humains sont blessés par des primates sauvages, c'est un geste d'autodéfense de la part de l'animal, ou bien de convoitise d'une nourriture ou de quelque chose que l'homme en face de lui possède. Et pour peu qu'on y résiste, on peut se faire salement amocher. Pour lui, le détail de l'incident décrit par Lakpadoma ne ressemble en rien à ce qu'il a entendu dire sur les grands singes. Les seuls primates qui, à ma connaissance, boivent délibérément du sang sont les humains. Comme les Maasai ou les Samburu qui élèvent du bétail et le saignent volontairement pour prendre son sang. Et le seul primate capable de tuer plusieurs gros animaux en même temps, c'est l'humain. Mais cela ne veut pas dire que l'histoire s'arrête là. Imaginons qu'un parent proche du primate humain se cache dans l'Himalaya ou dans le nord-ouest du Pacifique ou dans le Colorado. Le fait que son comportement se rapproche davantage de celui de l'homme que de celui du gorille ou du chimpanzé ne devrait pas nous étonner outre mesure. La seule surprise, c'est qu'il aura vécu ici tout ce temps sans qu'on sache pourquoi. Lakpa a dit qu'elle devait sa vie au fait qu'elle avait fait semblant d'être morte. Je ne doute pas de sa sincérité. Il lui est bien arrivé quelque chose. Mais je préfère rester sceptique. C'est nécessaire. L'étape suivante consiste à passer toute la zone au peigne fin. Nous allons monter plus haut dans la montagne pour observer quels sont les autres êtres vivants dans cette vallée. Il n'existe pas de manuel de la chasse au Yeti. Et je n'ai pas Internet sous la main. Mais voici ce que nous allons faire. Dawa et moi allons nous poster sur les deux versants de la vallée. Nous avons nos lunettes à vision nocturne et une caméra thermique. Et nous allons utiliser le gros avantage que nous pourrions avoir sur une créature vivant dans ces hauteurs, l'obscurité. À mesure que le vent s'engouffre dans la vallée de Machermo et que la température baisse, Jerry et Dawa réalisent à quel point cet environnement est rude. Tour à tour, ils surveillent le moniteur de la caméra thermique et arpentent les pentes glaciales. Je te rejoins. Reçu. Tu as repéré quelque chose? Non, j'ai observé la vallée, mais je n'ai rien vu. C'est vraiment sinistre comme coin. Ils approchent les 5000 mètres d'altitude. Si la vie s'épanouit volontiers dans la vallée basse, ils ne trouvent ici aucun signe d'activité animale. J'ignore si quoi que ce soit pourrait survivre ici. Par ces températures extrêmes, il fait très froid.
2 jours et 2 nuits passées sur la montagne suffisent à confirmer le sentiment de Jerry. Quel endroit étonnant. Mais j'ai 2 gros problèmes. Le premier, et c'est une évidence, cette région est vaste. Nous pourrions passer énormément de temps à errer dans le noir en quête de l'abominable homme des neiges. Et le deuxième, bien plus important, je n'arrive pas à imaginer que quoi que ce soit puisse vivre là-haut. Il n'y a ni nourriture, ni abri, et il y fait un froid mortel. Il va sans dire que le surnom d'abominable homme des neiges est trompeur. Car s'il s'agit réellement d'un grand singe se tenant debout, comme j'en ai le sentiment, il n'habite pas les champs de neige déserts ni les glaciers d'altitude. Mais on a pu observer les traces de son passage d'une vallée isolée à une autre. Tous les grands singes connus existent dans les forêts tropicales ou subtropicales. Le point de vue controversé de Meldrum est que le Yéti a peut-être évolué pour vivre dans ces forêts alpines beaucoup plus froides. Les gens partis le traquer dans les cols d'altitudes enneigées ne l'ont jamais trouvé, car là-haut, il n'a fait que passer comme le font les alpinistes. Ce sont aussi des endroits où les grands randonneurs et les alpinistes de la région se rendent, d'où le fait qu'ils trouvent des empreintes de pas. Alors que Jerry et Dawa entament leur descente les mains vides, ils font une seconde découverte importante. Wow. C'est très impressionnant. Impressive. Une connaissance de Dawa qui avait entendu parler de notre expédition est venue à notre rencontre avec une chose incroyable. Angtemba, vous êtes sûr que ce sont des empreintes de Yéti? Oui, absolument. Et c'est la 3e fois que j'en vois. En 2008, il escaladait les montagnes dans la région isolée de Makalu, quand il est tombé sur ces empreintes. Mais si ces photos font sa fierté sur le mur où il les a accrochées, il ne les avait encore jamais montrées publiquement. Le positionnement en biais de ces empreintes prouve qu'il sait se déplacer dans la neige. Nous savons, d'après les techniques d'escalade, qu'on avance de cette façon quand on traverse une pente abrupte. Alors que s'il était redescendu, il aurait marché à pas lourd, comme ça, en martelant le sol. En tout cas, il sait se déplacer exactement comme il faut, à la limite des neiges éternelles. Pendant plus d'un siècle d'escalade dans la région, beaucoup de personnes ont déclaré spontanément avoir vu des empreintes de pas du Yéti. Mais seule une poignée d'entre elles a illustré ces témoignages avec des photos. Jerry revient avec ce qui semble être la preuve la plus incroyable de l'existence du Yéti depuis une génération. On n'est pas parti chasser les licornes ni les sirènes. On est davantage dans la réalité. Ça a l'air véridique. Je connais ces gens. J'ai confiance en eux. Et ils connaissent ce pays. Quiconque gravit ces montagnes fait confiance au peuple Sherpa et à son mode de vie. Alors, quand les Sherpas parlent, je me sens honoré de les écouter. Jerry est venu ici à la poursuite d'un mythe. Mais commence-t-il à percevoir la vérité qui se cache derrière? Retour aux États-Unis, au pays du Sasquatch. Quand Jerry s'est attelé au sujet, à l'époque où il a commencé à entendre les récits sur le Yéti, on parlait même d'un échantillon de matière fécale retrouvé à côté d'empreintes de pas susceptibles d'être celles de grands pieds. Le scientifique est venu voir ce que révèlent les analyses ADN et ce que Jeff Meldrum pense de ces empreintes de pas. Meldrum est un spécialiste des empreintes de pieds.
Il sait les lire pour déterminer non seulement l'espèce, mais aussi la hauteur, le poids et la démarche de l'animal qui les a laissés. Il a recueilli des moulages d'empreintes provenant du monde entier. Il y en a plus de 200 censés avoir été laissés par des primates non identifiés. Parmi de nombreuses empreintes qu'il tient pour fausses, beaucoup sont attribuées au Sasquatch et 2 seulement proviennent de la région de l'Everest. Que pense-t-il donc des photos que Jerry a empruntées à Angtemba? Docteur Meldrum, ravi de vous voir. Moi aussi. Dites-moi, les empreintes que nous avons rapportées de l'Himalaya prouvent-elles bien l'existence de notre Yeti? J'ai bien peur qu'il y ait peu de chance. Quel dommage. Les empreintes ont été laissées dans la neige fraîche, sur une pente si élevée, désertique et isolée, que l'homme qui les a découvertes était certain qu'aucun être humain n'aurait pu les faire. Vous êtes convaincu que ce sont les empreintes du Yeti? J'en suis sûr. Il a supposé qu'il s'agissait d'un Yeti car il ne trouvait aucune autre explication. Mais de son côté, Meldrum est sûr qu'il se trompe. Car il voit là les traces d'un animal à 4 pattes, un quadrupède. Nous étions convaincus qu'il s'agissait d'un bipède, vu le croisement des pas. Je vais vous montrer dans la neige ce qui a pu se passer. Lorsque l'animal fait un pas avec sa patte avant, la patte arrière correspondante suit et imprime sa marque juste derrière elle, en s'enfonçant plus ou moins profondément. L'effet de grandeur est donné par le soleil, qui en tapant sur une extrémité de l'empreinte fait fondre la neige sur le pourtour ensoleillé, tandis que le côté ombragé reste dur et craquant. C'est à mon avis ce que l'on voit dans la photo des empreintes. Ensuite, on voit apparaître de l'autre côté, légèrement décalé du fait du mouvement d'enjambement, l'empreinte de l'autre patte avant, suivie de celle de la patte arrière correspondante. Après quoi, le processus de fonte prend le dessus à son tour, en élargissant l'ensemble, pour donner l'aspect d'une seule empreinte massive. Ce mouvement se répète en alternant la droite et la gauche, ce qui donne l'impression qu'un bipède a traversé le champ. Si Meldrum a raison, il existe un seul animal capable de laisser ce type d'empreinte dans la neige à une telle altitude. Le léopard des neiges, l'une des créatures les plus rares et les plus fuyantes qui soient. Vous devez trouver toute cette histoire incroyablement frustrante, non? Oui, c'est le mot. Elle est frustrante pour les parties concernées. S'il n'y a aucune preuve formelle que ces créatures existent, Meldrum reconnaît qu'il n'y a pas moyen de prouver qu'elles n'existent pas. Si le Sasquatch et le Yeti existent vraiment en dehors du folklore, et c'est une possibilité que l'on ne peut exclure, il est très difficile de prouver qu'ils n'existent pas. Mais ses collègues et lui restent convaincus qu'un jour ou l'autre, une preuve apparaîtra. Cela pourrait arriver par hasard, avec un chasseur faisant un carton, ou un poids lourd percutant cette créature sur l'autoroute. Mais nous ne sommes pas prêts de jeter l'éponge. Jerry Moffat a débuté son parcours en comparant 2 mythes, 2 histoires simples. Mais en chemin, il a réalisé qu'il y avait peut-être plus que la légende. Il a vu la collection de Meldrum. Il a eu accès à ce que les Sherpas tiennent pour preuve formelle. Une partie de cette réalité est confuse ou contradictoire. Et il existe des arguments solides pour croire que ces créatures sont de pures légendes. Mais le plus important, c'est que Jerry a parlé avec des personnes distantes de plusieurs milliers de kilomètres. Des gens absolument convaincus que leurs étendues sauvages cachent un secret. Regardez, il y a là des centaines de kilomètres de nature à peine explorée par l'homme. Et la région de l'Everest est encore plus isolée que ça. Si quelqu'un voulait essayer de me faire croire qu'il est sûr de ne rien trouver là, je vous assure que je ne le croirais pas un instant.